Le doute d'un homme puissant. Il y a des regards qu'on n'oublie pas, des silences qui pèsent plus lourd qu'un cri, et des vérités qui changent une vie. Tout a commencé un mardi matin, à Neuilly-sur-Seine, dans un quartier où l'on n'entend jamais de klaxons, où les portails sont plus hauts que les arbres, et où les secrets sont enterrés, sous des couches de marbre, de velours, et de politesse glacée. Marc Delattre, 48 ans, grand patron d'un fonds d'investissement international, vivait seul dans une villa discrète, mais somptueuse. Au plafond, parquet en chêne massif, cave à vins électroniques, volet piloté à distance. Il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, sauf peut-être la paix intérieure. Il avait travaillé toute sa vie pour ça. Grandes écoles, nuits blanches, coups de poker financier, sacrifices personnels. Divorcé 2 fois, sans enfant, Marc vivait pour contrôler tout. Les gens, les contrats, les informations. Rien ne lui échappait. Enfin, presque rien. Depuis 3 mois, une femme venait chez lui 3 fois par semaine. Toujours à 8 heures précises. Discrète, muette, méticuleuse, elle s'appelait Aïssatou. Une femme noire, grande, élancée, les traits dignes, le regard profond. Elle parlait peu. Elle nettoyait, rangeait, effaçait toute trace de passage. Une employée modèle. Mais depuis quelque temps, quelque chose troublait Marc. Un détail. Un malaise diffus. Il n'aurait pas su l'expliquer, mais il la sentait trop présente pour être invisible, trop lucide pour être une simple employée. Il y avait dans sa façon de se mouvoir, dans la précision de ses gestes, quelque chose de maîtrisé, presque théâtral. Un matin, alors qu'il prétendait lire un rapport, il l'a vue s'arrêter devant une étagère. Elle a posé le plumeau, lentement, comme absorbée. Elle a pris un livre. La condition humaine, d'André Malraux. Elle l'a ouvert, puis elle a murmuré une phrase, si bas qu'il a d'abord cru rêver. L'homme est ce qu'il fait à ce qu'on a fait de lui. Marc a senti son estomac se contracter. Il connaissait cette phrase. Il l'avait apprise en classe prépa, il l'avait citée lors d'un entretien, il la gardait en mémoire comme un cri étouffé. Mais ce n'était pas la citation qui l'avait figée, c'était l'émotion dans sa voix. Elle avait dit cette phrase comme on récite une prière. Avec douleur. Avec gravité. Avec une mémoire vivante. Et là, il a su. Cette femme cachait quelque chose. Le lendemain, il a appelé discrètement son assistant personnel. Je veux un dossier complet sur cette femme. Tu contactes l'agence. Tu fouilles. Pas un mot à personne. Le soir même, le rapport tombe. Vide. Rien. Pas d'adresse précise, juste une boîte postale. Pas de diplôme, pas d'historique professionnel. Un RIB, une carte de séjour, un numéro d'assurance, c'est tout. Aucun réseau social. Aucun passé visible. Pour Marc, c'était inacceptable. Il avait l'habitude de tout savoir sur tout le monde. Dans son métier, l'ignorance coûte des millions. Et là, il payait, chaque semaine, une femme dont il ne savait rien. Alors, il a pris une décision qu'il n'aurait jamais pensé prendre, la suivre. Jeudi matin. 8 heures. Aïssatou quitte son petit appartement à Montreuil. Marc est déjà là, dans sa berline noire, vitre teintée, moteur discret. Elle marche vite, sac en bandoulière, longue veste beige, foulard noué avec soin. Elle entre dans la station de métro Croix de Chavaux. Elle descend. Ligne 9. Direction, porte de Clignancourt. Elle sort, remonte la rue. Et là, elle entre dans un vieux bâtiment de briques rouges, un centre social. Marc attend, dans sa voiture. 1 heure. 2. 3. Finalement, la curiosité est plus forte que la prudence. Il descend, entre à son tour. Il croise des bénévoles, des enfants qui courent, des mamans qui discutent en plusieurs langues. Puis, il entend sa voix. Elle parle fort. Elle parle juste. Il suit le son, et découvre l'impensable. Aïssatou. Debout, face à une douzaine de jeunes filles, toutes noires, toutes assises, attentives. Elle tient un tableau blanc, un feutre à la main. Elle enseigne. Elle parle d'histoire. De littérature. D'identité. Elle cite Frantz Fanon, Césaire, Senghor. Elle explique les rouages du racisme, les pièges de la honte sociale, les blessures de l'exil.
Elle est brillante. Claire. Passionnée. Et là, Marc comprend, ce n'est pas une femme de ménage. C'est une femme de combat. Il reste là, figé, choqué, admiratif, mais surtout, honteux. Pendant des semaines, il l'avait regardée de haut. Comme un employeur regarde une exécutante. Il n'avait pas vu. Il n'avait pas voulu voir. Et maintenant, il ne pouvait plus détourner les yeux. Le soir même, dans sa cuisine, alors qu'elle nettoyait l'évier, il l'a regardée longtemps. Elle a senti son regard. Elle s'est retournée, calme, droite, digne. Il a voulu parler. Mais aucun mot n'est sorti. Car il savait que ce qu'il avait découvert n'était que le début. Et toi, si tu veux connaître la suite, si tu veux savoir ce que Marc va apprendre, ce que cette femme incroyable cache encore, et comment tout va basculer, alors abonne-toi maintenant. Cette histoire, c'est bien plus qu'un récit, c'est une leçon d'humanité, une déflagration. Et tu n'es qu'au commencement. Le secret d'Aïssatou. Marc Delattre ne dormait plus. Depuis ce jeudi matin, où il avait suivi Aïssatou jusqu'au centre social, quelque chose en lui s'était brisé, ou peut-être, pour la première fois depuis des années, ouvert. Il avait vu, de ses propres yeux, une femme qu'il pensait connaître, se métamorphoser sous ses yeux. La femme de ménage silencieuse était en réalité une oratrice redoutable, une pédagogue passionnée, une femme debout, au milieu d'un monde qui voulait la garder à genoux. Mais il voulait savoir plus. Comprendre tout. Pas par curiosité malsaine, non. Plus maintenant. C'était devenu personnel. Il a donc creusé, en silence, dans l'ombre, comme il l'avait toujours fait dans les affaires, sauf que cette fois, ce n'était pas pour piéger un concurrent, ni racheter une entreprise à la dérive. C'était pour percer un mystère humain. Un ancien camarade de Sciences Po, devenu haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, lui a transmis un document confidentiel, à condition qu'il ne pose pas de questions. Et là, le voile s'est levé. Aïssatou Ndiaye. 37 ans. Ancienne professeure agrégée de philosophie à Dakar. Elle avait enseigné à l'université, publié des articles dans des revues africaines, animé des conférences à Bamako, à Abidjan, à Alger. Une voix respectée, une pensée radicale, brillante, libre. Mais un jour, elle avait commis l'irréparable, dénoncé la corruption au sommet de l'État. Son mari, journaliste d'investigation, avait publié un dossier explosif. Quelques semaines plus tard, il était retrouvé mort, dans des circonstances troubles, jamais élucidées. Menacée, fichée, elle avait fui. La peur au ventre. Son fils dans les bras. Elle avait traversé le désert, l'humiliation, la misère, les camps, les demandes d'asile, les refus, les humiliations à répétition. Jusqu'à ce qu'enfin, après des mois d'attente, elle obtienne une carte de séjour temporaire en France. Mais là encore, la vie n'avait rien offert. Son fils, Mamadou, avait développé une maladie auto-immune rare. Hospitalisation répétée. Traitement lourd, coûteux. Les aides sociales ne suffisaient pas. Les associations s'essoufflaient. Alors elle avait pris le premier emploi venu. Femme de ménage. À genoux. Pour payer les soins. Pour nourrir son fils. Pour survivre. Marc était resté assis, longtemps, le document dans les mains. Les yeux fixés sur la dernière ligne du dossier. Ne souhaite pas être médiatisé. Refuse toute aide directe. Digne. Discrète. Inébranlable. Il aurait pu l'aider. Il aurait pu, d'un seul virement, payer les soins, couvrir les frais, changer sa vie. Mais il savait, instinctivement, que ce serait la trahir. Elle n'était pas une cause à sauver, ni une misère à consoler. Elle était un roc. Une femme qui voulait transmettre, pas recevoir. Enseigner, pas quémander. Alors il a réfléchi. Longuement. Puis il a pris une décision. Le lendemain, il l'a attendue dans le grand salon. Pas assis comme d'habitude. Debout. En cravate, mais sans arrogance. Quand elle est entrée, il l'a regardée droit dans les yeux. Là, asseyez-vous, Aïssatou. J'ai une proposition à vous faire. Elle s'est figée. Méfiante. Il a poursuivi, d'une voix calme. Je dirige une fondation culturelle. On organise des ateliers, des conférences, des formations pour des jeunes, des migrants, des publics oubliés.
Je veux que vous en fassiez partie. Pas comme intervenante ponctuelle. Non. Comme directrice pédagogique. Avec carte blanche. Un vrai contrat. Un vrai salaire. Une vraie reconnaissance. Silence. Elle l'a regardé, longtemps. Puis elle a dit. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il a baissé les yeux. Parce que je vous ai vu. Enfin. Elle n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Puis elle a posé une condition. Une seule. Pas de charité. Pas d'article. Pas de projecteur. Je veux travailler, pas être exposé. Je veux transmettre, pas devenir un symbole. Il a souri. C'est exactement ce que j'attendais. Et c'est ainsi que tout a commencé. En quelques mois, la fondation a changé de visage. Les jeunes affluaient, les ateliers se multipliaient. Aïssatou tenait ses promesses. Elle formait, elle guidait, elle écoutait, elle ouvrait des portes dans les esprits. On venait de partout pour l'écouter. On repartait bouleversé, grandi, réveillé. Elle parlait de dignité, d'histoire, de combat intérieur. Elle parlait du silence imposé, du racisme subtil, de la violence sociale. Et elle le faisait sans haine, sans plainte, avec une intelligence désarmante. Marc, lui, ne disait rien. Il restait en retrait. Présent, mais effacé. Il observait, il apprenait. Il se reconstruisait, lentement, à son contact. Pour la première fois, peut-être, il servait quelque chose de plus grand que lui. Un soir, après une conférence, elle est venue le voir. Vous savez, Marc, parfois, il faut perdre tout ce qu'on croit posséder, pour enfin voir ce qu'on est vraiment. Il a souri. Elle avait raison. Et toi, qui écoutes cette histoire jusqu'ici, écoute bien, il existe des gens qui traversent l'enfer en silence, qui brillent sans bruit, qui enseignent sans s'imposer. Des gens comme Aïssatou, qui, dans l'ombre, changent le monde. Alors si tu crois, comme moi, que ces histoires méritent d'être entendues, partagées, transmises, abonne-toi. Pas juste pour soutenir cette chaîne. Mais pour que, quelque part, une autre Aïssatou entende, et sache, qu'elle n'est pas seule. Parce qu'ici, chaque histoire est un cri. Et chaque cri, un acte de résistance.